Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie, Jacques, de m'avoir invité à participer à ces assises. Votre mail m'avait fait très plaisir. J'étais vraiment honorée. Et je voulais remercier également toute votre équipe pour sa collaboration à ces assises et son organisation chaleureuse et millimétrée. Enfin, presque. Automaquillage et hétéromaquillage, les alchimies de la peau. Je me propose dans cette communication d'envisager les métamorphoses de la peau lors de ces deux modalités du maquillage, automaquillage et hétéromaquillage. Ce sont deux notions qui ont été forgées par Michel Bernard, qui fut mon professeur et mon directeur de thèse, et qui fut l'un des premiers, dans les années 60, à travailler en tant que philosophe sur le corps, qui anima un séminaire à Paris 10 Nanterre sur le maquillage dans les années 80, ouvrant la voie aux recherches ultérieures sur la question. Ce séminaire, d'ailleurs, faisait beaucoup rire ses collègues. Ça n'était pas très sérieux en 82 d'ouvrir un séminaire sur le maquillage, comme il a ouvert ensuite un séminaire sur le parfum. Mais ce fut un pionnier qui a énormément apporté à la recherche en danse et sur le corps. Je me fonderai également sur mon expérience d'actrice et sur ma thèse de philosophie pour analyser ce qui se trame entre les phares, la peau et le psychisme. Je m'appuierai aussi sur quelques témoignages de maquilleurs, de maquilleuses, de make-up artistes. Alors j'utilise les deux mots parce que le terme maquillage a été très longtemps péjoratif. Il a fallu attendre l'éloge du maquillage de Baudelaire en 1865 pour qu'il rentre dans la langue comme un mot laudatif. Et il a été peu à peu remplacé par l'anglais. On ne dit plus un maquilleur ou une maquilleuse, parce que dans ce cas-là, on pense au jeune homme ou à la jeune fille du coin de la rue qui, dans la cabine d'esthétique, vous fait un maquillage stéréotypé. Et donc, maintenant, on parle davantage de make-up artist. Je ne vais pas rappeler tout ce que vous avez appris sur la peau. Certains ici sont beaucoup plus compétentes que moi. Je dirais que je vais l'analyser de manière philosophique. La peau est en perpétuel devenir et elle se trouve au confluent de deux temporalités et de deux espaces. Vous savez qu'en philosophie, nous aimons travailler sur les catégories d'espace et de temps, depuis Aristote. De deux temporalités parce qu'elles portent à vie des caractéristiques génétiques, chromosomiques, des cicatrices, des plaies visibles ou invisibles, et à contrario, elle est en perpétuelle desquamation et transformation. De deux espaces, parce qu'elle délimite une géographie, une superficie particulière, le visage, et qu'elle est également un carrefour d'échanges sporadiques ou continus, ne cessant de modifier sa surface, de mouvoir la frontière entre le dedans et le dehors. La peau, ici, dans ma communication, sera envisagée comme subjectile. Le subjectile, c'est ce qui est placé dessous. C'est le support en peinture. Ici, le support de fard gras ou sec, de semi-prothèse, voire de prothèse. Mais la peau est un subjectile particulier. Elle est toile vivante, palpitante. Elle est le contraire d'un bon subjectile qui doit rester inaltérable et stable. Si la peau peut recevoir la peinture, elle se transforme au fil des heures, au fil des métamorphoses, au fil de l'application des substances, en raison de sa température, de la lumière, des états psychologiques et physiologiques de la personne maquillée. Ce sont les effets de la transpiration, de la lumière des projecteurs, par exemple, de la fatigue de la peau au fur et à mesure d'une représentation, par exemple. Étant subjectile, la peau peut trahir, comme l'écrit Jacques Derrida, à propos d'Antonin Artaud, qui est fondateur du concept. Et Antonin Artaud utilisait le mot subjectile, c'est à la fois le support, mais aussi le subjectif. L'automaquillage. L'automaquillage définit le maquillage du visage par le sujet lui-même, soit de manière quotidienne, soit sporadique, soit en privé, soit en public, soit avec miroir, soit sans miroir.
Par maquillage, j'entends l'acte de produire, faire. Maquiller vient du moyen néerlandais maken, ce qui a donné to make up. C'est fabriquer, construire un autre visage sur le sien propre grâce à des formes, des traits, des aplats de couleurs, des produits qui sont crémeux, secs, gras, pailletés, qui adhèrent à la peau du visage et qui sont appliqués par un certain nombre d'outils, crayons, houppette, linge. Cette peau, surface frontière, ne se perçoit que du bout des doigts ou du bout des yeux. Ce toucher se réduit à se sentir la peau, mais par petites touches. On peut essayer de recomposer la surface cutanée du visage, mais on n'y parvient pas totalement. Dans l'automaquillage, le sujet expérimente ce que Maurice Merleau-Ponty, le philosophe, nomme l'auto-affection touchant-toucher. Le toucher du visage provoque deux sensations antagonistes mais complémentaires. L'une qui vient de la pression des doigts sur la peau du visage, l'autre qui monte du visage, de l'intérieur, sous la peau, vers les doigts. Entre elles, le fluide du fard semble abolir les frontières cutanées du doigt et du visage, sculpter des masses charnelles, comme si la crème devenait pâte à modeler, nouveau visage naissant de la liquidité crémeuse. D'autres sensations accompagnent ce toucher, la sensation thermique du froid, du frais ou du plus chaud, celle tactile de la viscosité, de l'humidité et celle olfactive des parfums du fard. Dans l'automaquillage, la psychomotricité fonctionne en circuit fermé du sujet au sujet, dans le creux de l'intimité pure d'un moment privé. Sauf quand on se maquille dans le métro, par exemple, bien sûr. Le sujet se prend pour objet, mais ne cesse pas d'être sujet, dans une réflexivité ou ce qu'on appelle en philosophie un solipsisme absolu. Il se crée un cercle du toucher et du touchant. Le toucher saisit le touchant, mais il y a également, devant le miroir, un cercle du visible et du voyant, un cercle donc, comme le nomme Merleau-Ponty, touchant touché, voyant vu. Peu à peu, les fards modèlent un autre visage qui fait varier la sensibilité interoceptive. Les échanges cutanés et thermiques sont modifiés. La sensibilité extéroceptive et la sensibilité proprioceptive, les moyens et les postures subissent des variations. C'est-à-dire que quand on est fardé, maquillé, on ne bouge pas de la même façon, on ne se tient pas de la même façon. On se fabrique un nouveau corps. Le miroir reflète la gestalt, c'est-à-dire la forme faciale, configuration réelle de soi-même, mais aussi fantasmatique de cette configuration. Il reflète le moi, puisque dans nos sociétés occidentales, le visage est le lieu visible de notre psychisme. C'est la projection corporelle du moi-psychisme, selon l'analyse de Didier Anzieux, dont on vous parlera plus abondamment cet après-midi, donc je ne veux pas trop déflorer. Le maquillage métamorphose la peau et également métamorphose le psychisme, raison pour lesquelles, entre autres, les acteurs, les performeurs, se maquillent afin non pas d'entrer dans le personnage, comme le dit une expression d'Aessuet, comme si j'ouvrais une fermeture éclair et que je rentre dans un personnage. Non, on fait rentrer le personnage ou l'entité ou les mots de ce personnage qui n'est pas forcément défini, qui peut être défini par un tiret dans le texte, dans son corps, sous sa peau. Et on vit avec de nouvelles connexions neurologiques un texte qui nous habite pendant des années, parfois pendant une vie. C'est un autre corps. Le miroir est source à la fois de jubilation et d'aliénation, un peu comme dans le stade du miroir lacanien, à 9 mois, à la fois embellissement, augmentation de soi, ou à contrario, enlaidissement, éloignement ou diminution de soi, ça dépend des maquillages, voire des effets spéciaux. L'acte du maquillage est donc analogique à un acte sur le psychisme. Le terme d'incarnation contribue davantage à définir cette procédure qui participe de tous les maquillages sans exception. Il n'est pas réservé à l'acteur, c'est-à-dire que quand vous vous fardez le matin,
ou une soirée, eh bien, vous êtes en train de vous construire un nouveau corps de chair et de vous rendre visible autrement. Qu'est-ce qui s'incarne? Soit une beauté idéale dont vous rêvez, dans le maquillage de mode par exemple, ou même dans le maquillage quotidien, soit une forme de vous-même que vous avez adorée. Je me souviens en arrivant à Paris, j'avais vu des vieilles dames qui étaient maquillées comme dans les années 30, parce que dans les années 30, elles avaient 25, 30 ans et que leur visage leur plaisait. Elles avaient donc conservé les formes du maquillage des années 30, dans les années 70. Ce qui s'incarne, c'est la figure d'un personnage théâtral, par exemple un personnage blessé ou l'avare ou un vieillard, ou alors des personnages exotiques, comme on le voit dans les livres de maquillage du 19e siècle, où vous avez toute une catégorie de visages, la duègne, la jeune première, le négociant, le marchand, l'indien, le cosmopolite, le baroudeur, etc. Soit dans le face painting ou le body painting, qui sont apparus dans les années 80, 1980, le paysage, l'animal, le tableau. Dans tous les cas, une possession a lieu et son procès s'élabore hors du sujet, dans l'installation, la procédure du maquillage qui peut durer jusqu'à plusieurs heures pour un face painting ou un body painting, jusqu'à 5, 7, 8 heures. Et dans le cortège des sensations synesthésiques, j'ai bien dit synesthésiques et pas synesthésiques, et la procédure de l'acte de maquillage qui délimite zone après zone les transformations partielles qui concourent à dessiner sur le visage tout entier les traces successives qui deviennent une sorte de mémoire, d'engramme sur le verso de la chair, hier on parlait de mémoire de la peau, dont la projection se reflète sur le recto et en même temps infléchit des transformations physiques et psychiques. Le sujet est alors traversé par un double mouvement, l'un qui lui parvient de l'extérieur, par la peinture, l'autre de l'intérieur de la peau. Le maquillage est alors impression sur la peau et expression de la peau vers le monde. C'est-à-dire que le maquillage provoque un double mouvement centrifuge et centripète. Dans l'hétéromaquillage, un autre corps s'interpose, un autre visage, une autre main, le maquilleur, le make-up artist. Le sujet maquillé est assis. On l'a vu comme pour le salon du tatouage, du tatoueur, quelquefois à moitié couché, voire couché totalement pour un body painting. Et il ne lui est pas forcément permis d'intervenir, surtout quand le maquilleur maquille la bouche, bien sûr, si ce n'est parfois qu'il a la possibilité de réagir à une manipulation difficile, par exemple pour prévenir du danger de lentilles de contact ou d'une fragilité cutanée, ou pour s'enquérir de la progression du travail. Est-ce que vous avez bientôt fini? Le consentement est tacite, il est acquis, mais le sujet peut réprimer des micro-tensions dues à la peur de recevoir du produit dans la bouche, dans les yeux, voire au désagrément de se sentir chatouillé par les frôlements du pinceau sur les lèvres ou les paupières, ou tiraillé par un produit astringent. Ces tensions sont également les manifestations de la gêne que provoque la proximité corporelle du maquilleur. On assiste donc à un dialogue verbal, paraverbal, agonistique, au sens de combat, pendant la métamorphose. De peau à peau, de regard à regard, de respiration à respiration, d'odeur à odeur, les détails de l'un et l'autre visage apparaissent à chacun des partenaires. Denis Menendez évoque en parlant de lui ces gens mettent leur visage si près du vôtre que vous croyez les sentir en vous. Pourquoi cette réticence? La peur de donner son visage à quelqu'un, d'abandonner son visage, sa peau à l'autre qui vous métamorphose. En outre, l'œil, la bouche sont des orifices très fragiles, érogènes, qui risquent dans l'hétéromaquillage d'être, entre guillemets, violés. C'est une violation de domicile, quand on vous met du col dans les yeux, par exemple, au cours de laquelle il faudra s'interdire d'éprouver du plaisir ou du dégoût. Pensons aussi au maquillage des lèvres et au maquillage des dents. Dans l'hétéromaquillage, le sujet qui se fait maquiller s'abandonne à des mains étrangères qui touchent sa peau, qui la palpent, qui la massent, qui la caressent, comme des mains familières, mais
étrangère. Et on peut aussi penser qu'elle le viole dans sa corporéité en pénétrant dans ses orifices, en le manipulant comme un objet. Kathleen Ernest confie « Les personnes ont peur qu'on leur crève un œil, que les produits leur donnent des boutons. Parfois, l'hétéromaquillage prend des allures d'opération chirurgicale. Les pinceaux, les pinces, les houpettes, les crèmes, les liquides, les fards deviennent des partenaires câlins ou agressifs, à l'instar des mains du maquilleur. Câlins parce qu'ils adoucissent, caressent, agressifs parce que certains grattent, frottent, piquent, sèchent, tirent le tissu cutané, le contraignent à l'immobilité ou à une gestion musculaire nouvelle. Je pense notamment aux cicatrices. C'est-à-dire qu'on va plisser la peau pour créer un bourrelet, ensuite mettre un fixateur, puis peindre par-dessus le pus, le sang, les croûtes, ça dépend de la cicatrice. Donc c'est assez gênant. Et quand le maquillage sèche, ça provoque une sorte d'immobilité de la peau. Il y a des produits qui participent de la purification, de l'hydratation, de la fraîcheur de la peau, qui sont plutôt agréables, sauf quand ils sont très froids, versus ceux qui tiraillent l'épiderme, comme des fards secs, la colle, le vernis, le mascara, de même que les outils terribles tels que le recourbe-cils, vous savez, cette sorte de pince à escargot pour faire des cils recourbés, des semi-prothèses, je pense aux mastiques utilisés au XIXe siècle pour le nez de Cyrano, qui était modulé tous les soirs. Maintenant, on peut utiliser des produits plastiques, les prothèses et les postiches. On peut utiliser, par exemple, des lentilles de contact colorées pour métamorphoser les yeux. De même, ce visage, emblème du moi, est finalement presque plus intime que le sexe, parce qu'il est plus près des sensorialités. Je cite une jeune fille qui avait demandé un maquillage de panthère sur tout le corps, qui avait donc duré au moins 6 heures. Et à la fin, le maquilleur lui donne un miroir et elle crie « Je ne me reconnais plus, je n'existe pas, enlevez-moi ça, il faut que je me retrouve, c'est un assassinat. » Le maquilleur ne peut pas faire semblant de ne pas s'en apercevoir. Il sait quel est son rôle, il sait qu'il a un rôle de psychologue, comment il lui faut expliciter ses actes, donner à imaginer le résultat, persuader, convaincre, rassurer. Il essaie de faire comme s'il peignait sur un support, sur un papier, sur une toile, mais c'est un subjectile. Et le maquillé essaie lui aussi de se contenir. Chacun joue le jeu de l'absence à soi. La peau ne porte jamais de signature. On ne griffe pas un visage comme une chaussure. Le visage, support de visage tableau par exemple, sont pour l'un et l'autre, le maquilleur, le maquillé, des objets partiels. Mais on peut se demander, surtout chez les make-up artistes, qui ont une œuvre de créateur ou de créatrice, qui expose, si ce n'est pas le moi idéal du maquilleur et sa peau fantasmée qui s'applique sur la peau de la personne maquillée. Ainsi, Serge Lutens, que j'ai interviewé, m'a confié « En maquillant, je ne révèle qu'une vision personnelle au travers des femmes que je peins. Elles deviennent des images de moi. » Le comédien, c'est un homme qui, à force de travail, a réussi à se sentir mal dans sa peau. C'est dans la revue Autrement sur acteurs des héros fragiles. Il y a évidemment une énorme lassitude, parfois pendant le maquillage, et surtout quand il dure plusieurs heures. Je pense à Jean Marais quand il a joué La Belle et la Bête. 5 heures tous les matins, avec beaucoup de colle. Oui, pour les poils. Maintenant, on peut coller poil par poil. Hein. Mais il faut aussi inviter une image qui envahit un moi fluctuant. Ceux qui regardent le maquillage au spectacle ou dans la rue subissent par contagion une épidémie de réactions homologiques, peut-être en raison des neurones miroirs, surtout dans les maquillages d'effets spéciaux qui déconstruisent le visage, quand votre visage est éclaté par une balle, par exemple, ou
quand c'est le visage d'Elephant Man, j'ai été interviewer le créateur donc, des prothèses d'Elephant Man. Alors, c'était une maison anglaise extrêmement chic. Et il y avait dans des bocaux des fragments de masques d'Elephant Man. C'était extraordinaire. Ou par exemple, le maquillage du Joker. Dans le public, chacun a mal à sa peau. François Lucas, maquilleur, confie « Ce que je veux, ce que je cherche, c'est un visage qui provoque, qui choque, qui prenne les gens aux tripes. La personne qui va regarder le maquillage va pendant une seconde l'imaginer sur sa propre peau et cela va provoquer un certain trouble. Cela n'a de valeur que si les gens parviennent à fantasmer en le regardant. » Que se passe-t-il pendant le démaquillage ? C'est la fin d'un voyage, la fin d'une ivresse pour certains. Parfois un soulagement aussi. La dissolution du fard ramène à la normale, enfin au visage originel, allège le sujet de son identité usurpée et le reconduit aux limites étroites de son visage, de son moi, à la prison peut-être de sa forme, de sa peau et de son identité. Puisqu'il était, avec son nouveau visage, maquillé dans une sorte d'illimitation de son moi ou de son personnage. Pourtant, des morceaux intacts du visage maquillé, du personnage joué, s'accrochent encore dans son regard, dans sa mémoire, comme des peaux anciennes. Ainsi, en 1972, j'ai eu un maquillage que j'ai porté 8 heures d'affilée, parce qu'il y avait un tournage. C'est une pièce de Philippe Soupeau, la seule pièce qu'il ait écrite, Rendez-vous, et qui se passe après la mort. Donc nous avions tous des maquillages d'argile verte, qui étaient par endroits recouverts de l'Eichner rouge sang, rouge raisin, des maquillages en relief. Je peux vous dire que quand l'argile sèche, 20-25 minutes, ça commence à devenir désagréable, mais quand vous restez 8 heures de tournage, vous essayez de manger sans trop abîmer le maquillage, eh bien, à la fin, quand vous sortez, vous êtes rouge comme une coccinelle ou de la cochenille. C'est un petit insecte qu'on trouve dans les cactus et qu'on utilise pour de la peinture rouge, notamment. C'est extrêmement douloureux et la peau est très abîmée, évidemment. Et ça, c'est ce visage que j'avais en 72, je l'ai toujours dans la mémoire. Donc, des morceaux de visage restent dans le regard comme des peaux anciennes. Et le démaquillage va contribuer à brouiller ces images et ces mémoires, mais pas toujours. Il s'agit d'enduire la peau d'un produit gras, de la masser, de délayer les fards avec des lotions démaquillantes, avec de la glycérine ou de la graisse à traire. Quand on n'avait rien d'autre, c'était de la graisse à traire au XIXe siècle. Des cotons, des mouchoirs, des linges. La déconstruction et le délayage s'opèrent par l'application de la crème démaquillante, de l'eau micellaire, et l'on va absorber avec un linge ou des cotons, du bon coton, surtout du bon coton. Attention, ils ne sont pas tous bons. La nouvelle peau s'en va sur le coton. Opération souvent fastidieuse, désagréable, parce que les produits sont froids et visqueux, mais aussi parce que la défiguration, le barbouillage, traduisent une forme de dissolution d'un moi, permettant de retrouver par étapes, dans la joie ou dans la douleur, son visage et son identité formelle originelle. Mais dans ce moment de démaquillage, tout est encore possible. Parfois, on fixe avec la photo des brouillages splendides, des couleurs inédites, au cours desquelles le sujet flotte encore dans l'imprécision de son identité passée et future. Le repentir, comme le visage du dessous, qui réapparaît sous le coton, permet au sujet de réintégrer sa surface corporelle, son moi, par un double mouvement, là aussi, de jubilation et peut-être d'aliénation, comme dans le stade du miroir. Mais le maquillage n'est peut-être pas vraiment un retour à l'ancien visage, mais au devenir illimité de l'être humain. Ce qui réapparaît, c'est bien le visage nu de l'origine, dans sa pauvreté essentielle, comme le dit Emmanuel Lévinas. C'est pourquoi l'opération peut être si douloureuse, et que l'acteur, quand il se démaquille, force encore le respect et impose le silence autour de lui dans la loge. Parce qu'il y a là une métamorphose secrète à laquelle on peut assister quand on partage la même loge, mais aussi si on vient lui demander un autographe, on le laisse faire
respectueusement, presque religieusement. Comme toute pratique artistique, donc, le maquillage joue avec les catégories de l'être et du temps. Plus que tout autre, comme il s'applique sur le visage humain, il les coalise et tente de les fixer dans une représentation éphémère et réversible. Le fard est donc bien un enchantement et un sortilège de la peau. Je vous remercie de votre attention.